je crois que l'invitation faite à Bernard-Henri Lévy a un sens particulier, d'abord parce que c'est un de mes plus chers amis, et en plus, et surtout parce qu'il représente, je crois, la réussite avec des valeurs. Et je crois que la réussite sans valeur n'a pas grand intérêt. Oui, mais là, c'est les problèmes de micro qui me dépassent. Je disais réussite avec valeur, avec sa valeur et avec ses valeurs, et c'est ce qui fait le prix, je crois, de sa présence ici dans le cadre de la Cité de la Réussite. Voilà. Je crois qu'on va commencer avec les questions du panel, de nos étudiants français et étrangers. Qui commence? Bonjour, Isabelle de Jussieu. Oui, mais je crois que la salle n'entend pas. Bonjour monsieur, Isabelle de Jussieu. J'aimerais savoir que faisiez-vous à cette époque quand vous aviez 20 ans et la réussite avait-elle un sens pour vous? Que faisiez-vous à cette époque il y a 20 ans? Quand j'avais 20 ans, c'est-à-dire il y a 20 ans, moi j'avais 20 ans en novembre 1968. Alors qu'est-ce que je faisais à cette époque il y a 20 ans? Donc en 69 en fait. J'étais à l'école normale supérieure, je préparais l'agrégation de philosophie, enfin je préparais à l'époque une licence de philosophie qui allait me conduire à l'agrégation. J'étais par ailleurs étudiant à Sciences Po, d'où je me suis fait hélas renvoyer au milieu de la 3e année, pour des raisons disciplinaires, mais ça je ne devrais pas vous le dire, on est ici pour parler de la réussite, je ne peux quand même pas vous raconter ça. Voilà, l'idée de réussite à l'époque n'avait pas grand sens pour moi. Malgré les examens, malgré les concours, je les passais bien entendu, comme un certain nombre d'hommes et de jeunes filles de ma génération, parce que c'était ainsi, parce qu'il y avait un environnement familial, parce qu'il y avait mille choses, mais je crois qu'au sommet de mon échelle de valeurs, je ne plaçais sûrement pas la réussite sociale, la réussite économique, le désir de gagner de l'argent, ni même celui de réussir au sens classique du terme. Ce qui me semblait important il y a 20 ans, c'était probablement une certaine qualité de morale. La politique avait une place très importante dans ma vie. Je n'étais pas à proprement parler ce que l'on appelait à l'époque un militant, mais j'étais proche d'un groupe militant que vous connaissez probablement au moins de réputation et dont le nom s'est inscrit dans l'histoire, qui était un groupe maoïste, un groupe gauchiste de tendance maoïste qui s'appelait la gauche prolétarienne, dont je partageais non pas la militance, mais dont je partageais en tout cas les analyses. Et voilà, et les destins qui me semblaient les plus enviables, qui me semblaient les plus valeureux, qui me semblaient dignes d'être rêvés ou imités, n'étaient probablement pas ceux qui apparaissent aujourd'hui sous le signe de la réussite. Moi, j'admirais les aventuriers du début du siècle, j'admirais André Malraux et sa brigade Espagna, j'admirais Victor Serge, j'admirais des gens de ce genre. Voilà. Alors, les valeurs de réussite. Et je crois que ma génération était ainsi. Elle a bien changé depuis, me direz-vous, c'est possible, ça on en parlera peut-être ce sera peut-être l'un des objets de notre débat. Mais enfin, je crois qu'à l'époque, la réussite était... Je me souviens par exemple que lorsque l'on parlait, à la veille de 68, il y avait eu un grand colloque en 66 ou 67 à Grenoble, me semble-t-il, sur la question de savoir comment mieux articuler l'université au monde de l'entreprise. Eh bien, je crois qu'en ce temps-là, cette idée-là me semblait une idée non seulement mauvaise, non seulement peu désirable, mais je crois vraiment que dans la naïveté raisonnée qui était la nôtre à cette époque, c'était une idée qui nous apparaissait ou que nous baptisions une idée fasciste. Un fasciste pour nous, je le dis aujourd'hui avec tous les guillemets possibles, je ne le pense évidemment plus, mais un fasciste pour nous en 68, c'était quelqu'un qui rêvait de mettre l'université au service des entreprises, les entreprises au service de l'université, c'est-à-dire de mettre le savoir à la botte du pouvoir, et cela nous semblait être le comble de la réaction, le comble du scandale. Voilà, on vivait sur une idée, mais tout ça allait très loin. Moi, je me souviens, en 1968, j'étais en Cagne, à Louis-le-Grand, je me souviens de cette espèce de ferveur très étrange, d'accès, même de délire, qui a fait que certains parmi les meilleurs d'entre nous se sont jetés à corps perdu dans ce qui nous apparaissait à l'époque comme la doublure française de la révolution culturelle chinoise, ont littéralement
parfois brûlé leurs livres, aboli leur mémoire, tenté d'abolir en eux la position de l'intellectuel, comme nous disions, et parfois ne s'en sont pas remis. Il y en a quelques-uns qui ne s'en sont pas remis, soit qu'ils soient intellectuellement morts, soit qu'ils soient socialement morts, soit qu'ils soient morts tout court, et j'en connais. Voilà. Est-ce que c'est pas un peu surréaliste alors de se retrouver ici pour toi dans ces conditions et dans ce cadre-là? Qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans? Oui, pour moi, c'est un peu étrange de me retrouver là, derrière, je vous disais ça tout à l'heure, moi le dernier souvenir que j'ai de l'amphithéâtre Richelieu, c'est le souvenir d'une foule à peu près aussi dense que la vôtre, d'une attention d'ailleurs aussi aimablement intense qu'est la vôtre aujourd'hui, sauf qu'à la tribune, il y avait des hommes et des femmes qui parlaient de faire feu sur les quartiers généraux de la culture, de la politique et du pouvoir, qui parlaient de brûler la bourse. La dernière fois que j'étais à l'amphithéâtre Richelieu, ça devait être, j'ai plus la chronologie en tête, mais probablement à la fin mai 68, un jour où il avait été décidé en Assemblée Générale d'aller prendre la bourse. Bon, voilà, aujourd'hui, on célèbre la réussite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, me demande Georges-Marc Benamou. Je crois que ce qui s'est passé, il nous faudrait toute l'heure ou toute l'heure et demie qui nous est impartie pour en débattre ou même pour s'en expliquer, mais enfin je crois que ce qui s'est concrètement passé, c'est que l'idée de révolution, ou plus exactement le désir de révolution, se sont effondrés. Et ils se sont effondrés pour deux raisons. Premièrement, parce que l'idée de révolution est apparue comme une idée impossible, et deuxièmement, parce qu'elle est apparue comme une idée barbare et une idée insupportable. Je crois que c'est ça le fond de l'affaire. Il revient aux 20 dernières années d'avoir découvert les impasses, les impossibilités et le contenu et l'impasse éventuellement tragique et souvent barbare du rêve de révolution tel qu'il a été fomenté, peaufiné, approfondi par le 19e et le 20e siècle. Moi je crois aujourd'hui, je l'ai écrit dans des livres qui s'appellent La barbarie et visage humain, Le testament de Dieu, etc. Je crois très profondément aujourd'hui que cette vieille idée qui nous enthousiasmait tant, qui donnait à certains d'entre nous le sentiment que l'on pouvait y consacrer sa vie, l'idée que le monde pouvait changer sur ses bases, que nous pouvions fabriquer un homme nouveau, l'idée que nous pouvions changer l'homme en ce qu'il avait de plus profond, l'idée que nous pouvions casser l'histoire en deux. C'était ça les grands slogans maoïstes de cette époque. Je crois aujourd'hui que c'est des idées épouvantables et qui conduisent les sociétés qui les appliquent à des états d'une injustice, d'une misère et d'une sauvagerie plus grands encore que la sauvagerie quotidienne et la misère quotidienne qui est le propre de nos sociétés. Je ne veux pas dire par là, d'ailleurs, parce que je ne sais pas ce que veulent dire ces applaudissements, et je crains qu'ils ne veuillent dire ce que je n'ai pas dit. Je ne veux pas dire par là que les sociétés dans lesquelles nous vivons, dans lesquelles certains d'entre nous nous sentons à l'aise plus ou moins, et dans lesquelles j'espère vous vous sentirez très bientôt à l'aise si ce n'est déjà le cas, ça ne veut pas dire que ces sociétés soient des sociétés parfaites, ni même que ce soit des sociétés toujours supportables. Ce sont des sociétés scandaleuses. Ce sont des sociétés qui continuent d'être marquées au sceau de l'injustice, qui continuent d'être marquées par des valeurs de mépris, par des valeurs d'inégalité, qui ne sont pas tolérables et contre lesquelles, moi et quelques autres, et Georges-Marc Benamou, qui est ici devant vous et qui est le directeur d'un beau et grand journal qui s'appelle Globe, ce sont des valeurs contre lesquelles nous nous battons. La différence par rapport à ce qui pouvait se passer il y a 20 ans, c'est qu'il y a 20 ans, nous étions plus optimistes. Nous pensions que l'on pouvait remédier une fois pour toutes à l'injustice et au malheur. On pensait que l'on pouvait trouver une solution définitive, je n'ose pas dire finale, aux problèmes et aux questions que se pose l'humanité depuis toujours. Nous pensions qu'il était possible de débarrasser l'humanité du mal et du malheur. Et ce que nous avons découvert depuis 20 ans, c'est que lorsque l'on prétend débarrasser l'humanité du mal et du malheur, lorsqu'on prétend le faire définitivement, lorsqu'on prétend extirper le mal du corps social, eh bien ça tourne toujours très mal, si j'ose dire, parce que les gens qui le font, les politiques qui le font, se prennent très vite, de proche en proche, à se fantasmer dans le rôle de clinicien ou de médecin du corps social, guérissant la société de ses maux les plus visibles, partant à la recherche des parasites qui la corrompent, et tout ça se termine généralement dans l'épouvante et dans l'horreur, c'est-à-dire au choix dans les révolutions fascistes, les révolutions totalitaires ou
au bout du rêve révolutionnaire et du cauchemar, le Cambodge, qui était, à mes yeux, et pour moi ça a été l'une des expériences intellectuelles les plus bouleversantes et les plus décisives, l'histoire du Cambodge. Et pour ma génération, d'ailleurs, je crois que c'est avec le Cambodge, avec le massacre par les Khmers rouges d'un tiers de la population cambodgienne que le voile s'est déchiré. Car le Cambodge, c'était quoi? C'était la forme absolument réalisée, la forme enfin parfaite, sans ambiguïté ni concession possible, sans survivance de l'ancien monde, radicale, menant les choses à leurs racines du rêve de révolution. Le Cambodge, c'était la révolution poussée à ses ultimes conséquences. Le Cambodge, c'était une révolution qui ne s'était plus contentée de modifier l'appareil économique, de transformer les appareils de pouvoir. Le Cambodge, c'était une révolution qui était allée chercher la servitude et le malheur jusque dans les zones les plus secrètes, les plus obscurément verrouillées de l'âme humaine. C'est-à-dire, le Cambodge, c'était une révolution qui pensait que le pouvoir se perpétuait à travers un certain régime du désir, un certain régime de la langue, un certain rapport des villes à la campagne, et c'est un régime donc, le Cambodge, une révolution qui a aboli tout ça, qui a aboli la langue cambodgienne, qui a changé de langue, qui a nourri le rêve fou d'en finir avec cette langue qui était la langue du malheur et des maîtres. Le Cambodge, la révolution cambodgienne est une révolution qui a prétendu en finir avec l'ancien régime du désir. Ces hommes, les Khmers rouges, pensaient que tant que le désir subsisterait tel qu'il est et tel qu'il a toujours été depuis les origines de l'humanité, il y aurait l'oppression des femmes par les hommes, etc. Ils en ont fini avec le régime du désir. Impératif de chasteté, nouvelles organisations du mariage, réglementation nouvelle de la sexualité. Le Cambodge, c'était des hommes, c'était des révolutionnaires qui croyaient que la maîtrise, le despotisme se logeait jusque dans une certaine organisation de l'espace, des choses auxquelles on ne pense jamais, pas le flic, pas le militaire, pas la prison, mais tout simplement le partage des villes et des campagnes. Eh bien, on déménage les villes, on les met à la campagne et on vide Phnom Penh. Bref, les Cambodgiens ont poussé le rêve de révolution jusqu'au terme radical auquel songeaient depuis toujours les révolutionnaires, mais qu'ils n'avaient jamais osé appliquer. Donc cette fois-ci, pour les hommes de ma génération, il n'y avait plus d'échappatoire. On ne pouvait plus dire la révolution a échoué parce que. La révolution a échoué du fait que, parce que Trotsky n'a pas été à la place de Staline, parce que Staline était un psychopathe, parce que Lénine s'est trompé en 1919, parce qu'ils n'ont pas osé, parce qu'ils ont fait la NEP, parce que ceci, parce que cela. Non, c'était le modèle chimiquement pur de révolution. Il n'y avait plus la moindre, dans le laboratoire révolutionnaire, dans l'alambic dans lequel les intellectuels s'affairaient depuis 2 siècles, eh bien voilà une révolution parfaite. Et cette révolution parfaite, il nous a été donné de découvrir que c'était la révolution la plus parfaitement barbare que l'on ait connue depuis les origines de l'humanité. Alors ça, je réponds à la question de Georges-Marc Benamou, ce qui s'est passé, c'est ça. C'est que nous avons donc découvert que le rêve le mieux réalisé, le rêve sans la moindre concession de changer l'homme en ce qu'il avait de plus profond, de brûler la bourse et de casser l'histoire en deux, se terminait dans la sauvagerie définitive. Alors évidemment, ça a été un coup sur la gueule épouvantable, ça a été une gueule de bois qui a duré quelques années, ça a été l'origine, le point de départ pour moi d'une réflexion philosophique dont vous connaissez peut-être, ou dont vos grands frères et vos grandes sœurs connaissent peut-être certains des jalons, et qui font qu'aujourd'hui, non sans quelques réserves, et non sans quelques hésitations, j'ai fini par accepter de venir vous parler de la réussite derrière cette chose-là qui m'embarrasse un peu. Alors, messieurs et mesdames du panel, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que le hors-panel a le droit de parler ? Parce qu'il y a Le hors-panel a le droit de parler, mais il paraît que le panel est prioritaire. Bon. Je ne sais pas, monsieur Wichbrest, c'est vrai ? Non, il n'est pas là. Bon. Alors, le panel ? Mademoiselle. Je m'appelle Ayumi Kawamura, Parlez plus fort. je suis japonaise. Je voudrais vous demander, pour vous, quelles sont les images, quels sont les symboles que véhicule la Sorbonne? Les symboles que véhicule la Sorbonne. Le savoir. Le savoir. Vous n'êtes pas... Le savoir qui dans les temps incertains où nous sommes, de faillite des idéologies, de déchaînement d'idéologies ou de sensibilités qui ne me semblent pas les mieux faites pour épanouir les sensibilités et les intelligences des jeunes gens d'aujourd'hui, le savoir donc, qui dans ces temps-là
me semble être une valeur sur laquelle il ne saurait être question de céder. Vous connaissez le mot d'ordre d'un grand philosophe qui s'appelle Emmanuel Kant et qui est l'un des phares de ce qu'on a appelé la philosophie des Lumières en France, de l'Aufklärung allemand et français, sapere aude, ose savoir. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, le mot d'ordre le plus émancipateur, celui qui peut-être a le plus de chances de nous prémunir ou de vous prémunir, parce que pour moi les jeux sont faits, mais pour vous, plus de chances de vous prémunir contre les égarements des sociétés dans lesquelles vous entrez, c'est peut-être ce mot d'ordre, sapere aude, le savoir, donc la Sorbonne. Mademoiselle. Est-ce qu'il y a une hôtesse à la porte pour accueillir ma fille si elle arrive? Excusez-moi, j'ai un peu des idées fixes. Oui? Parfait. Pardon? Elle n'est pas là encore. Elle n'est pas là, non, parce qu'elle va arriver. Très bien. Mademoiselle. J'aurais une question, puisque vous avez parlé de révolution, je dirais politique au Cambodge. Parlez bien dans Je le vais vous micro. relancer sur une question sur la révolution encore et de l'Iran. On vous a vu réagir assez violemment, et même très violemment, après l'appel au meurtre lancé par Khomeini contre Salman Rushdie. J'aimerais savoir si vous estimez que le fanatisme qu'on voit monter un peu à droite et à gauche à travers le monde est, disons, est un des grands phénomènes à craindre pour la fin du siècle et pour le siècle à venir. Voilà, et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, quoi. Bon, sur l'affaire Salman Rushdie, bien sûr, que j'ai réagi avec violence, ça me semblait être le moins, parce que je crois que ce qui m'a fait réagir avec le plus de violence, c'est bien sûr l'appel au meurtre, mais ça, d'autres y avaient réagi, mais ce qui m'a semblé le plus fort de café, le plus scandaleux, et qui fait qu'en effet, à un moment donné, j'ai eu envie de sortir de mes gonds, et j'en ai toujours le désir d'ailleurs, c'est les attitudes prudentes, politicardes et finalement assez minables de la classe politique et des clergés. On a vu sur l'affaire Salman Rushdie une sainte alliance des clergés, tous, un moment qui d'ailleurs s'est ensuite ébréché ou s'est ensuite ébranlé, une sainte alliance d'une partie de la classe politique. Je me souviens des déclarations de Jacques Chirac absolument indignes au moment de l'affaire Rushdie, lorsque Jacques Chirac a dit devant l'Association de la presse étrangère qu'il n'avait que du mépris pour Salman Rushdie, que son œuvre, son livre ne lui inspirait que du mépris, alors qu'il n'en avait pas lu une ligne, et alors que probablement l'avant-veille encore, il n'avait jamais entendu parler de Salman Rushdie, j'ai eu envie de dégueuler. Bien. Et j'ai eu envie de dégueuler, mais surtout, je crois, le sentiment qui m'a habité à ce moment-là, c'est que je me suis dit que je n'aimerais pas être dans la peau de Jacques Chirac, que je n'aimerais pas être dans la peau de Valéry Giscard d'Estaing, qui a tenu à peu près le même langage, que je n'aimerais pas être dans la peau même de quelqu'un que je respecte infiniment, qui est Monseigneur de Courtrai, le jour où Salman Rushdie sera exécuté, parce qu'il sera, hélas, probablement un jour ou l'autre, ou il risque probablement un jour ou l'autre de l'être. J'aimerais pas être dans la peau de ces hommes-là qui ont si légèrement et si étourdiment affiché leur mépris de l'un et leur compréhension des autres. Bien. La seule ligne juste au moment de cette affaire Rushdie était que, lorsque l'on voit des centaines d'hommes et de femmes, ou des milliers, des millions d'hommes et de femmes, qui défilent ou qui manifestent dans les rues de Téhéran, de Karachi ou d'ailleurs, pour réclamer la mort d'un homme dont ils n'ont pas lu une ligne, la seule réaction à avoir, c'est le refus total et l'incompréhension absolue. Il n'y a pas à comprendre la blessure dans la foi des croyants, il n'y a pas à avoir de l'indulgence pour la réaction d'une âme blessée lorsque cette âme blessée n'a pas lu une ligne de l'écrivain dont elle réclame la mort. D'où ma violence le jour de cette émission. Sur la question des fanatismes, maintenant, je crois en effet que la fin du siècle et le début du siècle suivant risquent d'être marqués par des réveils de fanatisme dont nous ne faisons que pressentir l'intensité. Il y a un très beau texte d'un philosophe qui s'appelle Nietzsche, dans un fragment de la volonté de puissance, où Nietzsche dit, avec un esprit de prophétie ahurissant, une préscience de l'avenir incroyable, où Nietzsche dit « Les guerres de l'avenir
les guerres qui ensanglanteront le monde, celles qui opposeront avec le plus de violence les communautés humaines les unes aux autres, seront des guerres de religion. Alors je crois, moi, que Nietzsche avait raison. Je crois qu'il avait raison déjà au début du siècle. Je crois, par exemple, que l'on ne comprend pas grand-chose au nazisme si l'on ne le voit se déployer sur le fond d'une guerre de religion d'une extraordinaire vigueur et d'une extraordinaire folie, bien entendu. Le nazisme était d'abord une guerre de religion, c'était d'abord le rêve de fondation d'une religion nouvelle qui trouvait sur sa route la révélation mosaïque et le peuple qui l'avait porté depuis quelques milliers d'années et qu'il fallait éliminer. Je ne suis pas sûr qu'on comprenne grand-chose à l'essence du stalinisme ou des phénomènes totalitaires ou du rêve de révolution dont je vous ai dit un mot tout à l'heure, si l'on ne voit également sa dimension religieuse, sa dimension de fanatisme et sa dimension, au fond, théocratique. Je crois que si l'on choisit avec la meilleure tradition théologique, avec la meilleure tradition métaphysique, de baptiser théocratique la tentation des hommes qui prétendent incarner le divin, qui prétendent réaliser le messianisme iketninque, qui prétendent incarner dans la patte des choses le rêve de la cité de Dieu dont nous parlaient les premiers chrétiens ou les juifs de l'époque des prophètes, si l'on appelle théocratique cette volonté de rendre immanent ce qui doit être transcendant, d'arrimer la loi au sol de la terre des hommes, alors je crois que les grandes révolutions totalitaires étaient des révolutions théocratiques. Et je crois, et c'est à ça que je veux en venir, que nous sommes en train d'assister, en effet, à une accélération de ce mécanisme religieux, de ce vieux mécanisme théocratique, de cette vieille contre-révolution ou révolution religieuse que l'on voit se dérouler depuis l'époque de Nietzsche et dont les sursauts récents de l'islam sont les derniers témoignages. Et c'est la raison pour laquelle je pense, et j'en ai eu d'ailleurs la révélation assez claire il y a quelques semaines, il y a quelques jours. J'étais à Prague, où je suis allé essayer de rencontrer Václav Havel, le dissident, l'écrivain dissident tchécoslovaque emprisonné, pour un bouquet de fleurs, comme vous savez, pour être allé poser un bouquet de fleurs sur la tombe, à l'endroit où Jan Palach s'est immolé. Et puis, je ne l'ai pas rencontré, j'ai fait d'autres choses, j'ai rencontré du monde. Et tout ça a été un peu l'occasion de réfléchir sur l'avenir et le présent des totalitarismes. Et ce qui m'est apparu avec une très grande évidence, et je crois que c'est un peu notre sujet d'aujourd'hui, ou en tout cas, c'est un peu ce que je vous disais en commençant. Ce qui m'est apparu avec une très grande évidence, c'est que votre génération aura sans doute, il n'est pas impossible, disons, que votre génération ait à témoigner d'un déplacement significatif dans le centre de gravité de nos préoccupations, mais peut-être aussi des menaces qui pèsent sur, je ne sais quoi, les démocraties. La grande question pour ma génération, c'était la question du communisme, dans sa forme classique. La grande question était de savoir comment sortir du communisme, comment sortir du rêve communiste. Il y a différentes manières d'en sortir. Et moi, je ne suis pas d'accord avec tous les anticommunistes, ni avec tous les antimarxismes, et avec toutes les manières qu'a ce discours de se proférer. Et il y a des discours qui sont parfois homonymes, ça, vous le savez bien. La grande question était de savoir comment sortir du communisme, comment sortir de la tentation communiste, par quelle voie ou par quelle porte. Je ne suis pas loin de penser, ou en tout cas je me demande aujourd'hui, je n'en sais rien et je ne l'affirme pas, mais je ne suis pas loin de penser que nous soyons en train d'entrer dans des temps où cette question apparaîtra non pas certes dépassée, ni même secondaire, mais coiffée et comme subsumée par une autre, qui pourrait être la question en effet, je ne dirais pas de l'islam, ce serait trop réduire la chose, d'autant que cette régression religieuse, l'islam n'en aura peut-être pas l'apanage. Et vous savez, les gens qui vont de temps en temps en Israël savent qu'en Israël, qui est un pays auquel je suis infiniment attaché, qui est un peu ma patrie spirituelle, eh bien, les gens qui vont souvent en Israël savent qu'en Israël aussi il y a cette bataille-là. Il y a en Israël des ayatollahs juifs. Il y a en Israël une tentation théocratique minoritaire, ultra minoritaire. Grâce au ciel, dans le Parlement israélien d'aujourd'hui, il n'y a pas un représentant de ce fameux rabbin Kahana, rabbin raciste, etc., dont la presse fait toujours grand cas, à tort, parce que pour l'instant, encore une fois, c'est 0 député à la Chambre. Mais enfin, la tentation existe. Alors, moi, je ne suis pas loin de penser
que la question du communisme puisse, dans les années qui viennent, perdre de son intensité, et que la question du réveil, des intégrismes, disons, retrouve de la sienne. Non sans préciser, c'est ce que je vous disais à l'instant, non sans ajouter que ces deux questions, bien sûr, ne sont pas antagoniques l'une de l'autre. Si Nietzsche avait raison, si ceux qui nous parlent du nazisme ou du stalinisme comme des guerres de religion sont dans le vrai, alors tout ça est un peu quand même la même histoire, mais sous des formes différentes et avec des visages nouveaux. Attendez, on va peut-être poser une question hors panel pour changer. Qui a une question dans la salle? Vous n'êtes pas dans le panel, monsieur? Vous n'êtes pas dans le panel? Vous pouvez le prouver. Allez-y. Ma question serait de savoir qu'est-ce que peut inspirer à Bernard-Henri Lévy, dans le contexte actuel, la phrase que j'ai, au hasard de mes lectures, trouvée dans une vieille interview d'un monsieur qui s'appelle Etchamble, qui disait que lorsque les peuples sont en péril, la littérature est plus importante que la science. Alors ça m'a embarrassé, en même temps que ça m'a enthousiasmé sur les bords. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle peut paraître romantique ou je sais pas. Quand les peuples sont en péril, la littérature est plus importante que la science. Oui, je cite de mémoire. Alors, Oui, est-ce que ça vous inspire dans le contexte que vous évoquez tout à l'heure? Très honnêtement, je voudrais vraiment vous répondre quelque chose, mais ça ne m'inspire pas grand-chose. Je ne vois pas très bien ce qu'il veut dire. Vous êtes sûr de la citation? Oui, c'est dans une interview qui se trouve dans un volume du Nouvel Observateur. Oui. Je crois que c'est marqué de Foucault à Sartre ou de Sartre à Foucault. Je ne sais pas. Enfin, je cite de mémoire. Ce que veut peut-être dire Etchamble, mais je ne sais pas. Ce qu'il veut peut-être dire, c'est que les époques... c'est une idée, en effet, qu'on retrouve assez souvent, et moi que je ne partage pas, et qui me semble même assez douteuse. Mais je ne sais pas s'il dit ça, encore une fois, je dis ça sous toute réserve. L'idée selon laquelle la littérature, la création, ne se porterait jamais mieux que dans les époques de péril, dans les époques de peut-être même de tragédie, ou en tout cas dans les époques même de despotisme ou de censure. C'est ce qu'un livre récent, d'ailleurs consacré à l'histoire de l'homosexualité, défend cette thèse. C'est la thèse que défendait un très grand écrivain qui a parfois été mieux inspiré, qui s'appelle André Gide, lorsqu'en 1940, il bénissait la censure, en 1940, après la capitulation, lorsqu'il bénissait cette divine censure qui permettrait à la littérature française de se retrouver, de se remuscler et de retrouver un peu de sa vigueur perdue. C'est ce que l'un de mes amis, avec lequel je suis très rarement en accord, et même souvent en désaccord radical, qui s'appelle Régis Debray, c'est ce que Régis Debray explique dans un de ses récents livres, lorsqu'il dit que la prison est la meilleure école pour les écrivains, que la plus grande des propédeutiques littéraires, c'est la prison. Alors il a le droit de le dire parce que lui le sait, et il a écrit en effet un beau livre à Camiri en prison, non, je ne l'allume pas, dans un livre qui s'appelait « Journal d'un petit bourgeois entre deux feux et quatre murs ». Voilà, c'est peut-être ça que veut dire Etchamble. Si c'est ça qu'il veut dire, je suis en désaccord. Je crois que c'est un lieu commun dont on pourrait produire autant de contre-exemples que de confirmations. Je ne crois pas que la littérature se fasse dans le malheur, ni dans le malheur collectif, ni dans le malheur privé d'ailleurs. Je ne crois pas qu'il faille pour écrire de beaux livres de grande douleur ou de grande souffrance comme le croyaient les romantiques, et je crois même que les romantiques ou les néo-romantismes donnent en général de la mauvaise littérature. Est-ce que... Enfin, vous terminez... Attendez, il faudrait faire tourner la parole, je crois. Non? Ouais. Enfin, c'était une précision. Allez-y, rapidement. Là, vous avez insisté sur la création. Est-ce que, je caricature un peu, est-ce que ça ne peut pas jouer le rôle de thérapeutique dans un contexte de déchirement qui tienne aux idéologies ou au fanatisme? De thérapeutique quoi? Collective, vous voulez? Ouais, pourquoi pas? Parce que je crois pas que je crois que non. Je crois que non, parce que je ne crois pas que les écrivains soient des thérapeutes. D'abord, je crois qu'il n'y a pas de thérapeute collectif, jamais. Et que rien n'est plus redoutable que de donner à la société, quel qu'il soit, que ce soit des politiques, des économistes ou des écrivains, l'idée de donner à la société des thérapeutes collectifs, l'idée d'imaginer que la société est malade et qu'elle a besoin d'être guérie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure,
est probablement l'une des idées les plus noires et les plus potentiellement barbares que l'on puisse avoir. Il n'y a pas de thérapeutique. Si les gens ne sont pas malades, les sociétés ne sont pas malades. Il faut toujours se méfier des gens qui nous disent que les sociétés sont malades. Parce que quand on nous dit que les sociétés sont malades, le pas suivant, l'étape suivante, en général, c'est de chercher le microbe. Et quand on cherche le microbe, l'étape suivante, c'est d'essayer de l'identifier. Alors on l'identifie soit quand il porte un nom comme le mien, soit quand il a une peau comme la vôtre, soit quand il a une religion comme celle d'un musulman. Vous voyez ? C'est-à-dire que, autrement dit, le rêve thérapeutique, le fantasme thérapeutique est le fourrier des racismes, des xénophobies, des antisémitismes, des exclusions. Il est rare que cette idée d'une thérapeutique collective ne débouche pas sur un médicalisme et donc sur des camps de concentration. Les sociétés ne sont pas malades. Les sociétés sont travaillées et habitées par le mal, ce qui est une autre affaire. Et c'est même le contraire. Croire au mal et dire que les sociétés sont malades, c'est très exactement l'inverse. Les gens qui croient au mal et qui croient au mal radical, comme plus ou moins près du grand message judéo-chrétien sur lequel vit la société occidentale, sont des gens qui ne termineront jamais en gardiens de camp. Les gens qui croient que les sociétés sont malades, qu'il faut chercher les microbes et qu'il faut les exterminer, c'est la fameuse phrase de Lénine que vous connaissez bien, qui disait en 1918 qu'il faut exterminer les insectes nuisibles. Les insectes nuisibles, c'était ni les Arabes ni les Juifs, en l'occurrence, c'était les paysans. Mais c'est pareil. Le rêve médicaliste se termine toujours dans la chasse aux insectes nuisibles. Alors ça donne, sous Pétain, ça donne les Juifs, sous Staline, ça donne les paysans, etc. Donc pas de thérapeutique collective. Donc les écrivains, encore moins. Moi, je crois que les écrivains ne servent à rien. Pour ça que je ne sais pas très bien ce que je fais ici, citer de la réussite, etc. Non, c'est vrai. Les écrivains ne servent à rien. La grandeur des écrivains, s'ils en ont une, s'il leur en reste une, j'en suis pas sûr, c'est que précisément, ils ne servent à rien. Est-ce que tu l'as toujours cru, ça? Est-ce que je l'ai toujours cru? Oui, parce que je n'ai jamais été stalinien. Les gens qui ne le croient pas, ce sont les staliniens. C'est la fameuse phrase du congrès des écrivains de 34 ou 35, la phrase d'Ehrenburg à Aragon sur les écrivains ingénieurs des âmes. Les gens qui croient que les écrivains ont une fonction collective, ont une mission sociale, qu'ils ont un pouvoir de je ne sais quoi, d'éclaireur ou de mieux faire marcher la machine sociale, etc., ça oscille toujours entre le romantisme, façon Hugo, le porteur de lumière, hein, ou bien l'ingénieur des âmes stalinien. Moi, je n'ai jamais été romantique et je n'ai jamais été stalinien. Donc je crois que j'ai toujours pensé ça. En revanche, ce qui est là où j'ai changé, c'est qu'à une certaine période de ma vie, j'ai pensé que la littérature, parce qu'elle ne servait à rien, ne méritait plus que son souci ne méritait plus d'être cultivé, que la littérature ne méritait pas que l'on s'y intéressât, que la littérature était une activité vaine et sans conséquence. Ça, je l'ai cru. Et j'ai même cru d'ailleurs un peu à la manière de Freud dans ce très beau livre qui s'appelle Malaise dans la civilisation, qui explique que la culture est fille du malheur. J'ai cru que la culture était fille du malheur, j'ai cru que comme elle en était fille, elle en était aussi d'une certaine manière la mère, c'est-à-dire qu'elle l'alimentait, et qu'il fallait peut-être en finir avec la culture. Ça, j'étais pas loin de penser ça, que la littérature ou l'art étaient des formes obsolètes, dépassées, des moments de l'aventure de l'esprit humain dont une société plus heureuse ou idéale pourrait apprendre à se passer. Mais l'idée que les écrivains soient des machinistes du corps social, des éclaireurs de la collectivité, des prophètes conduisant la société, les rassemblements d'hommes et de femmes sur les sentiers de la gloire, du paradis ou des goulags, ça je ne l'ai jamais pensé. Pardon Oui, dans l'affaire Rushdie, est-ce que les églises protestantes ont réagi tout de suite? Je ne crois pas qu'elles aient réagi tout de suite. Elles ont réagi assez vite. Je crois qu'il y a eu d'abord, mais je me trompe peut-être, dans ce cas, reprenez-moi, il me semble qu'il y a eu une première déclaration de je ne sais qui était une déclaration timorée. Et puis dans les jours qui ont suivi, dans les 2 ou 3 jours, en effet, les protestants ont été les premiers à adopter une position extrêmement ferme. Et notamment, d'ailleurs, enfin pas notamment, dans cette petite émission dont certains d'entre vous parlaient tout à l'heure, il y avait là un pasteur protestant, je ne sais plus lequel, qui a été admirable.
qui a été le rabbin d'ailleurs qui était là aussi, le représentant du grand rabbin de Paris, était parfait aussi. Mais le rabbinat a attendu quelques jours aussi, et les protestants également. Pardon, je voudrais savoir votre avis sur l'école. Bon, il faut dire que moi je suis soviétique, je fais mes études ici. Et ben alors, ce qui m'intéresse, c'est votre avis sur le réalisme socialiste en tant qu'école. Et est-ce que vous reconnaissez le réalisme socialiste comme une école artistique parmi plusieurs, ayant ces traditions datantes de la grande révolution d'octobre de 1917, ou bien c'est le nom qui sert à désigner justement cet rassemblement des écrivains qui sont d'ailleurs assez différentes pour ce qui est de leur style et tout ça, et qui font justement de la propagande en faveur du régime socialiste. C'est ma première question, et je ne crois pas que je vais pouvoir... Pour la première, vous avez tout compris apparemment. Ça fait combien de temps que vous êtes à Paris? Un jour. Un jour. Bravo, cher ami. Deuxième question. Pour la première, vous avez la réponse. C'est une manière de propagande, de mise au pas, etc. Parfait. Ce qui m'étonne, c'est que, si vous voulez, le réalisme socialiste, il est envisagé comme une école officielle, comme, je ne sais pas, comme une vraie école, comme par exemple l'école néo-romantique ou bien quelque chose comme ça. Merci. Et la deuxième question vous êtes sur la bonne voie, c'est bien. Ouais. La question porterait, la deuxième, porterait sur votre avis sur la perestroïka menée en Union soviétique et quelle incidence cela peut-il avoir sur la place et le rôle des intellectuels soviétiques? Alors ça, c'est une question plus difficile et à laquelle vous n'avez probablement pas la réponse, vous non plus. Exactement. Voilà, personne ne l'a. Moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui en Union soviétique est intéressant. Pardon? Seulement? C'est déjà pas mal. D'accord. C'est déjà pas mal, parce que ça fait 60 ans que ce qui se passait en Union soviétique était... Ça fait 60 ans, 70 ans. 70 et un peu Que plus. ce qui se passe en Union soviétique était tragique. Tragique. Là, ça devient intéressant. Et qu'est-ce qui est intéressant? Eh bien, vous savez, moi, je me souviens d'une conversation que j'avais eue en 1976 avec Michel Foucault, qui est l'un des plus grands philosophes français du XXe siècle, qui est mort depuis il y a quelques années, et une conversation qui avait été reproduite à l'époque dans le Nouvel Observateur. Et nous parlions de la démocratie, du totalitarisme, de ce qui distingue les sociétés de l'Est des nôtres, etc. Et Michel Foucault avait eu une définition qui me semble toujours exemplaire, et qui n'a pas pris une ride, et sur laquelle je vis personnellement toujours. Il m'avait dit, au fond, ce qui caractérise un pays de l'Est, c'est pas la bureaucratie, c'est pas un certain collectivisme des moyens de production, c'est pas tout ça. Ça, au fond, c'est des choses secondaires, et il n'y a plus guère que les marxistes, et encore les marxistes attardés, pour penser que ce qui distingue les régimes de l'Est soit une certaine structure des forces productives ou des rapports de production, ou une articulation des forces productives aux rapports de production. Foucault disait, ce qui caractérise les pays de l'Est, c'est une certaine qualité d'histoire. Les peuples de l'Est sont des peuples dont l'histoire est une histoire arrêtée, et qui ont le sentiment de vivre une histoire arrêtée. Un homme de l'Est, c'est un homme qui a le sentiment de vivre une histoire figée, plombée. Un homme de l'Est, c'est un homme pour qui son histoire est vécue dans la forme du destin, et d'un destin fatal. C'est le temps perçu comme fatalité. Et c'est vrai d'ailleurs que lorsque, moi, chaque fois qu'il m'est arrivé, encore la semaine dernière, ou il y a 10 jours à Prague, de parler un peu librement avec des hommes ou des femmes de l'Est, ce qui m'a généralement frappé, c'est ça. C'est ce sentiment de vrai désespoir. Pas le désespoir de la misère, pas le désespoir de la flicaille quotidienne ou permanente, le sentiment de vivre dans une histoire qui est une histoire en impasse, qui est une histoire arrêtée. Bien. Alors, ce que je crois, et c'est pour ça que je vous dis que l'histoire Gorbatchev est intéressante, c'est que je crois que pour la première fois, depuis
l'époque du léninisme, l'histoire soviétique semble s'être remise en marche. L'histoire soviétique, le vrai dégel, c'est un dégel de l'histoire avec un grand H. Alors à quoi va mener ce dégel? Je n'en sais rien. Si vous interrogez, moi j'ai interrogé là-dessus, et je raconte ça dans l'événement du jeudi de la semaine prochaine, j'ai fait un grand reportage sur la Tchécoslovaquie, sur ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu en Tchécoslovaquie. Si vous interrogez les dirigeants d'un pays dur, d'un pays non perestroïkaïsé, comme la Tchécoslovaquie, qui est avec l'Allemagne de l'Est et la Bulgarie, les bastions du vieux brejnevisme. Eh bien, les Tchécoslovaques, moi je leur ai posé la question, je leur ai dit, mais dites-moi, est-ce que ça vous intéresse d'abord? Et est-ce que ça ne vous fait pas peur, ce qui se passe chez Gorbatchev? Est-ce que vous ne craignez pas la contagion? Contagion soviétique, contagion de ce qui se passe en Pologne et de ce qui se passe en Hongrie, qui est en train, comme vous savez, quasiment de réinventer le capitalisme. Est-ce que vous ne craignez pas ça? Alors les dirigeants tchécoslovaques vous répondent la chose suivante. Ils vous répondent, un, qu'ils trouvent ça sans intérêt, mais deux, que ça ne leur fait pas du tout peur. Et pourquoi est-ce que ça ne leur fait pas peur? Parce qu'ils ont la conviction que ça ne marchera pas. Et ils ont la conviction que ça ne marchera pas, car ils savent, d'abord, un, ils vous disent que les printemps, ils connaissent, printemps de Prague, etc. Ils savent comment ça se passe, ils savent comment ça se mate, et ils savent comme ça finit mal. Ils savent de quel prix de crise, à quel prix de guerre civile, à quel prix de faillite économique, disent-ils, cela se paie. Et ils ne sont pas loin de croire que le jour viendra où la direction du grand parti frère, brusquement assez humble, viendra les trouver en leur disant « Chers amis, est-ce que vous avez dans vos stocks quelques vadémécum, quelques manuels du parfait flic répressif pour réprimer notre printemps qui va très mal tourner ?» Donc les Tchèques sont persuadés que d'une balkanisation rapide de l'Union soviétique, que les histoires géorgiennes vont se multiplier, que la crise économique va, etc., et que, ma foi, tout ça va tourner très très mal. Ça, c'est une hypothèse. C'est donc, me semble-t-il, le pari des partis frères resté dur. Il y a le pari des Polonais. Quand vous parlez en revanche à des Polonais, moi j'ai quelques amis polonais à Paris ou de passage qui vous tiennent le raisonnement exactement inverse, je crois qu'on ne sait pas. Je crois que dans ce type de situation où il est déjà énorme de penser que l'histoire s'est remise en mouvement, que la grosse banquise historique stalino-brejnevienne a enfin commencé de s'ébranler. Ça, c'est déjà énorme, immense, à l'échelle de l'histoire du XXe siècle. C'est un événement qui est à soi seul, qui peut être aussi important que quelques-uns des événements majeurs du siècle, mais on ne sait pas comment cela peut tourner ou déboucher.